Bonjour, Céline Gardel, je suis la fondatrice et la présidente de l'association Les 4 Patouilles. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter notre e-formation 5. Elle s'inscrit dans le sillon des précédentes qui étaient davantage ciblées pour les forces de l'ordre, les policiers municipaux, gendarmes, mais aussi pour les maires et les élus du service animal dans la ville notamment. Cette e-formation va actualiser les textes, mais sera en effet ciblée pour répondre aux magistrats qui rencontrent régulièrement des situations avec des animaux qui sont au carrefour de maltraitance animale, mais pas que. On va voir, il y a des situations au civil, au pénal, il y a diverses situations. Je tiens à remercier les magistrats, procureurs généraux, avocats spécialisés en droit animalier et les vétérinaires qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de répondre à nos questions, donc qui nous ont offert leurs témoignages, leur expérience qui enrichissent grandement cette e-formation. Je tiens aussi à remercier Louise et Méloé qui sont respectivement des auditrices de justice et une étudiante en droit spécialisée donc en sciences criminelles et qui ont réalisé notre Vadémécum qui va accompagner cette e-formation 5. Il y aura, vous pourrez retrouver donc des jurisprudences, des masques, des ordonnances, des documents anonymisés qui vont largement vous aider. Au programme de cette e-formation, nous allons le voir très rapidement, mais avant, je tiens à vous présenter et à vous dire la surprise. Donc concrètement, dans cette e-formation 5, comme à chaque e-formation, nous avons concocté un petit cadeau. Donc là, ce sera spécifiquement pour les magistrats et plus même précisément pour les 100 premiers qui vont réaliser le quiz et qui pourront obtenir donc le code de l'animal. Au programme de cette e-formation qui est très très riche, qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver ? Alors, tout d'abord, en introduction, on va avoir les textes supports, les indices, les preuves, donc tous les signes en fait qui vont élaborer et qui vont étayer qu'il y a une possible maltraitance animale. Nous verrons dans un second temps toutes les bonnes pratiques qui inspirent finalement cette dynamique. Il y a eu les stages alternatifs à la peine, le PEMA, la CLUMA, mais pas que, nous le reverrons. On retrouve l'animal dans divers domaines. Il y a naturellement au pénal, au civil. En France, nous sommes encore un petit peu en retard par rapport à certains pays anglo-saxons, on le verra. On verra notamment la notion de the links, ce lien qui met une transversalité entre les violences intrafamiliales et tout ce qui est la maltraitance animale. Voilà. Nous verrons encore à quel moment finalement le parquet va être déclenché. Tout ce qui est le volet du contraventionnel, le délictuel, mais aussi l'ordonnance de placement et le fameux 99.1 comme nous disons souvent dans notre jargon. On verra aussi la garde forcée, quand il y a une garde à vue, mais aussi quand la personne est déférée. Que fait l'animal finalement dans ces moments où la personne, le propriétaire, est empêché ? On verra tout ce qui est finalement le JLD, a-t-il un rôle à jouer là-dedans ? Tout ce qui est dans le volet du civil, la gestion finalement de l'animal en cas de séparation. Alors on ne va pas parler de garde alternée, mais il y a une gestion opérationnelle. On verra aussi quand il y a une expulsion locative, quid de l'animal, et ensuite tous les pouvoirs du maire en matière donc de maltraitance animale. Alors la divagation, l'euthanasie finalement, à quel moment on peut procéder à une euthanasie, les chiens de catégorie, la diagnose de race, les évaluations comportementales, tout ça n'aura plus de secret pour vous. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour le soutien. Bonjour Marie-Christine, est-ce que tu veux peut-être te présenter et nous expliquer la profession vétérinaire ? Bonjour Céline. Alors, la profession vétérinaire, c'est tout d'abord une profession qui est réglementée. Cela veut dire que nous avons un code de déontologie que nous devons suivre et un conseil de l'ordre qui est amené à régir tout l'exercice de la profession vétérinaire. À ce titre, les certificats que nous produisons engagent notre responsabilité civile professionnelle. Nous sommes donc responsables de ce que nous écrivons et ce que nous n'écrivons pas.
En matière de maltraitance animale, comment tu pourrais définir la maltraitance sur les animaux et notamment les signes qui révèlent qu'il y aurait maltraitance? Alors, il y a deux façons de définir la maltraitance. Pour nous, quand on nous amène un animal en consultation, eh bien, c'est l'examen de son état physique. On parle de l'état de cachexie ou ce qu'on pourrait appeler la maigreur de l'animal, que l'on classe de 1 à 9, 1 étant le pire, 9 étant le meilleur. Donc ça, on va le retranscrire de façon intégrale dans un rapport. On parle aussi de tout ce qui est aspect extérieur, des signes de blessures, des signes de parasites, des ongles qui peuvent être plus ou moins longs, des yeux et d'autres choses qui ont besoin sur certains os d'être entretenus et que peuvent montrer ne pas l'avoir été depuis longtemps. D'autre part, quand nous allons sur le terrain, puisque de temps en temps nous sommes amenés à nous rendre avec les forces de l'ordre ou les services vétérinaires, qui sont notre autorité de tutelle à la base, sur mandatement pour eux ou réquisition pour les forces de l'ordre, sur des endroits où sont détenus les animaux, et là nous complétons avec tout ce qui est en lien avec l'arrêté du 25 octobre 82, c'est-à-dire les présences ou pas de signes de nourriture, le type d'abreuvement, tout ce qui est en lien avec le bien-être de l'animal dans le lieu de vie, et ainsi de suite. Et nous pouvons retranscrire ça aussi dans notre rapport. Quand tu parles de retranscrire pour la traçabilité et l'identification des animaux, il y a donc le tatouage ou la puce électronique. Tu veux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors oui, exactement Céline. En fait, la seule chose qui soit obligatoire en France pour un animal de compagnie standard, hors chien de catégorie, c'est simplement l'identification. Alors cette identification, elle est de deux façons différentes réalisables sur le territoire métropolitain. Anciennement, le tatouage, qui est toujours un combiné de chiffres et de lettres qui se retrouve prioritairement dans l'oreille et de temps en temps encore à la cuisse, et surtout, ce qu'on appelle nous un transpondeur électronique, une puce électronique, qui va se faire mettre sous la peau des animaux, toujours à gauche, mais qui peut ensuite migrer, et qui a un code en fait de plusieurs chiffres qui commence d'abord, quand la puce est posée en France, par un code de 250. Peut-être on peut rappeler que les personnes qui ont accès au fichier ICAD sont les vétérinaires, les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux et ensuite les refuges animaliers. Alors oui, tout à fait, tu viens de le rappeler. En fait, l'identification, quand on parle de ce qui est possible sur l'animal, elle est réalisée par deux types de personnes. Le tatouage, les vétérinaires ou encore certains tatoueurs agréés qui ont reçu une habilitation spécifique avec une formation spécifique. Et les transpondeurs, c'est uniquement les vétérinaires. Et en effet, quand on procède à une identification, eh bien nous, on va renseigner tous les éléments de connaissance qu'on a de l'animal identifié et du propriétaire sur un fichier national qui s'appelle le fichier ICAD. Et c'est à ce fichier ICAD que d'autres personnes peuvent avoir accès, avec l'accès à tout ou partiel des informations, et notamment les coordonnées du vétérinaire qui est identifié, si l'animal a été ou pas trouvé, perdu, rentré en fourrière, etc., etc. Quels sont les animaux qui sont identifiés? Alors, il y a beaucoup d'animaux au final qui sont identifiés. On parle souvent des chiens et des chats, mais il y a aussi les furets. Il y a certains animaux de compagnie exotiques comme les tortues. On peut identifier aussi les lamas par transpondeur. On peut identifier tout ce qui est petits camélidés, bien entendu, les chevaux. Tout le monde n'est pas géré par le même type de fichier. Les chevaux, c'est le fichier de l'IFCE. Les petits camélidés, c'est l'ICIRCAM. Et si on parle d'identification un petit peu plus large, on a aussi les animaux de rente. C'est ça, avec une boucle à l'oreille. Exactement, avec une boucle à chaque oreille. Les vaches. Et voilà, les vaches, les brebis ou les chèvres qui ont des boucles qui sont elles aussi maintenant électroniques, donc on peut les lire aussi. Alors, on a évidemment, pour lire des transpondeurs, on a besoin d'un petit outil qu'on appelle un lecteur de puce. Et ce lecteur de puce, eh bien, il va permettre d'accéder à ce numéro. Et ensuite, il va falloir un code spécifique pour la personne qui veut avoir accès au fichier ICAD et qui pourra ensuite aller chercher les informations dont il aura besoin lors d'une procédure, ou nous, en tant que vétérinaire, quand on vérifie si l'animal est trouvé dans la rue et appartient à quelqu'un, etc., etc. Rappelons qu'aujourd'hui en France, on a accès donc au fichier ICAD français, mais c'est encore compliqué pour les autres pays, même en Europe.
Et oui, malheureusement, en fait, l'identification électronique, elle va être demandée pour aller à l'étranger. Et donc, on aurait pu supposer que dans les autres pays, on avait un fichier qui était internationalisé. Pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand on va vivre dans un autre pays, on a la possibilité de venir faire ce qu'on appelle une importation de numéros. Et nous, en France, c'est ce qu'on fait. On fait les importations de personnes qui vivent, qui ont un animal identifié étranger et qui viennent vivre en France. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que le fichier ICAD n'est pas relié à France Connect. Donc, si la personne change d'adresse, de numéro de téléphone, etc., eh bien, en fait, ça ne va pas poursuivre jusqu'au fichier ICAD. Et on a souvent des identifications qui ne sont plus valables par oubli de modification. Merci beaucoup. Cher Christophe, je vous laisse peut-être dans un premier temps vous présenter. Merci Céline. Donc Christophe Gérard, avocat au barreau de Paris et au barreau de Bruxelles. Et depuis une dizaine d'années, mon activité s'exerce principalement autour de toutes les questions en lien avec effectivement les animaux, la cause animale, la protection animale. Alors, une première question pour vous. On va parler donc de maltraitance animale et plus précisément du coup les preuves. Comment induire et quel est l'impact et l'intérêt d'avoir suffisamment de preuves et comment ça se décline selon vous? Alors, les preuves, elles sont essentielles. Je ne dirais pas simplement pour les problèmes de maltraitance, elles sont essentielles dans le procès pénal, bien évidemment. S'agissant de maltraitance, si on doit se concentrer sur ce sujet-là, si on se concentre sur les problèmes de maltraitance, ce qui sera essentiel pour démontrer en effet qu'il y a eu maltraitance, ce sera l'avis du vétérinaire. Alors bien évidemment, les forces de l'ordre, quand elles vont enquêter, vont réunir un certain nombre d'éléments, des photos, des témoignages, des vidéos, aucun problème. Il n'en reste pas moins vrai que, ensuite, pour démontrer qu'il y a eu maltraitance, autrement dit que l'animal a souffert et que l'intégrité de l'animal a été atteinte, et si effectivement on doit imaginer qu'il y ait des poursuites sur le sujet de la maltraitance, mauvais traitement, sévices graves, actes de cruauté ou autres, il faut qu'effectivement on ait un avis, une expertise d'un professionnel qui nous amène et qui nous éclaire sur effectivement les conséquences pour l'animal des mauvais traitements qu'on a pu constater. Exactement. Et du coup, ça peut se décliner en deux parties. Soit l'animal est vivant, il sera une expertise pour voir la maigreur, les ongles longs, tout ça. Et après, il y a aussi les autopsies avec un vétérinaire légiste où on va pouvoir déterminer les raisons et les causes de la mort. Et peut-être rappelons aussi le score de Cachexty. Donc c'est de 1 à 9 et en fait en fonction de la race, de l'âge de l'animal, donc ça donne déjà sur une échelle combien l'animal est en maigreur extrême. Tout à fait, c'est un indice qui est très important. Il objective quelque part. Voilà, il objective, il est très synthétique, c'est-à-dire que il ne va pas rentrer dans des détails très techniques qu'éventuellement nous ne serions pas capables de comprendre, mais ça va être, comme vous le rappeliez, un score, effectivement, il est très parlant. Très bien, merci beaucoup. Cher Christophe, dans une procédure, on a souvent besoin de preuves et on s'appuie donc sur les expertises vétérinaires, mais aussi sur des autopsies. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, tout à fait, Céline. En fait, dans notre profession, donc, qui est une profession réglementée, on va avoir besoin d'être réquisitionné et une fois que nous sommes autorisés à lever notre secret professionnel, puisque nous sommes tenus à celui-ci, je fais une petite parenthèse en disant que depuis là, du 30 novembre 2021, nous avons le droit de lever notre secret professionnel spontanément envers un procureur si nous avons des doutes légitimes quant à la situation d'un animal. Jusqu'alors, nous ne pouvions le lever qu'auprès de notre autorité de tutelle qui était les services vétérinaires. Donc, lorsque vous avez besoin de nos services, souvent on a un petit peu de difficulté à identifier le vétérinaire qu'on peut aller solliciter. J'invite les magistrats à faire comme il a été fait en région toulousaine et bientôt sur Aix-en-Provence, c'est-à-dire à se rapprocher du conseil de l'ordre régional dont vous dépendez,
de façon à pouvoir créer un lien avec la profession et trouver des vétérinaires qui ont de l'appétence de faire ce genre d'expertise. Et à ce moment-là, donc, on va rédiger tout un rapport qui va donc redonner l'ensemble de l'état de l'animal. Et effectivement, dans ce rapport, parfois, nous sommes amenés à évaluer l'animal, ce qu'on appelle post-mortem, et on a souvent des indices qui sont capitaux à reprendre, puisque... Ce sera pour déterminer les causes de la mort. Exactement. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais bien revenir sur le dernier arrêté du 19 juin 2025. Qu'est-ce qu'il a changé concrètement, tant pour les particuliers que pour les professionnels? Alors, l'arrêté du 19 juin 2025 a changé surtout des choses beaucoup pour les professionnels. En effet, jusqu'à présent, les professionnels pouvaient être exemptés de nombre d'obligations sanitaires quand ils avaient moins de 5 reproducteurs chez eux. Cette sorte de dérogation a disparu. Tout professionnel est amené à faire voir son élevage 2 fois par an par son vétérinaire sanitaire. Ce qui est très important, c'est qu'il a été bien noté qu'une femelle ne peut pas faire plus de 3 portées sur 2 ans, pas plus de 3 césariennes dans toute sa vie avant une réforme, doit être stérilisée avant sa réforme pour être adoptée. Et puis, bon, d'autres petites choses un peu particulières comme la suppression des droits de reproduction entre des animaux déjà affiliés, frères, sœurs ou autres d'un point de vue généalogique. Bonjour Isabelle, je vous propose de vous présenter. Bonjour Céline. Alors, je suis magistrat du siège dans une grosse juridiction du sud de la France. J'ai des fonctions pénales, mais les affaires qui concernent les maltraitances animales ne font pas partie du contentieux que je traite. Pour autant, c'est un sujet qui me touche à titre personnel. Donc, je m'intéresse un peu à ce qui se passe dans ma juridiction dans ce domaine. Et quand vous m'avez fait l'honneur de me demander de participer à cette formation, je me suis davantage intéressée. Et donc, j'ai fait quelques recherches. Et ce que j'ai découvert, en premier lieu, c'est peut-être ce dont je voudrais parler d'abord, c'est que les dispositions légales et réglementaires qui concernent les animaux sont nombreuses dans notre droit. On la trouve un peu partout, éparpillée dans plusieurs codes. Le code, code civil, où on trouve la définition des animaux, le code pénal, avec bien sûr toutes les incriminations pour tout ce qui relève des mauvais traitements aux animaux, avec un grand nombre de NATINF que j'ai découvert, où je pense la plupart ne sont pas utilisés parce qu'ils concernent en fait des cas très exceptionnels. Le code de procédure pénale, où on trouve donc les dispositions sur les saisies, le code rural de la pêche maritime, le code de l'environnement. Enfin, voilà, c'est un droit qui est riche, qui est technique, j'ai trouvé, et relativement complexe. Voilà. Et actualisé, puisque là, il y a encore une circulaire du 6 mars 2026, donc toute récente. Vous voulez peut-être nous en dire un peu plus? Alors, effectivement, c'est une circulaire récente du 6 mars 2026, circulaire du garde des Sceaux de mobilisation contre les violences intrafamiliales. Oui. On y trouve un paragraphe intitulé « Former l'ensemble des magistrats, greffiers et professionnels ». Et il est dit dans ce paragraphe que figurent parmi les signaux précurseurs d'un passage à l'acte violent les mauvais traitements infligés à l'animal domestique, aux animaux domestiques qui vivent au foyer. Donc c'est là une illustration récente et explicite du concept une seule violence que l'on connaît maintenant, qui commence à être connue, c'est-à-dire une seule violence mais qui s'exprime sous des formes différentes, c'est-à-dire que la personne qui est violente avec son conjoint et ses enfants le sera avec son animal de compagnie et inversement. Et d'ailleurs, dans les trames de questions qui sont utilisées par les officiers de police judiciaire qui traitent cette matière des violences intrafamiliales, eh bien, il y a une série de questions prévues sur la situation de l'animal quand effectivement il y a un animal qui vit au foyer. Exactement.
On a donc des textes, des articles. L'article 515-11 du Code civil. Vous voulez peut-être nous en dire aussi? Effectivement, on est un peu dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire que cet article-là fait la liste de toutes les mesures que le juge aux affaires familiales peut prendre dans le cadre d'une ordonnance de protection. Donc, ordonnance de protection dans des cas de conflits violents entre époux et surtout dans l'urgence. Et au troisièmement bis de cet article, il est dit que le juge aux affaires familiales a la possibilité d'attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal qui vit au foyer. Donc, ce n'est pas une mesure qui est directement protectrice de l'animal, mais en fait, ça l'est à titre indirect, puisque là, l'animal est appréhendé comme un objet d'emprise, un objet de chantage entre les époux. Exactement. Et quand le juge aux affaires familiales va prendre cette mesure, eh bien, il va désamorcer toute velléité de pression autour de la garde de l'animal. Et ça va protéger finalement les maillons faibles de la famille de chantage, ça va l'épargner. Tout à fait, ceux qui sont sans voix en fait, et qu'il faut protéger effectivement malgré eux. Donc on parle de l'article 515-11, mais aussi 515-14. Alors c'est effectivement encore dans le Code civil qu'on trouve l'article 515-14 qui est issu de la loi du 16 février 2015, donc finalement c'est pas très, très vieux. Donc cet article définit l'animal comme un être vivant doué de sensibilité. Alors bien meuble ou pas bien meuble? Voilà, alors il est effectivement aussi soumis au régime des biens et il est assimilable à un bien meuble en matière de saisie. Alors on peut voir un paradoxe dans le fait de dire d'une part que l'animal est un être vivant doué de sensibilité et d'autre part qu'il est assimilable à un bien meuble. Alors, à mon sens, c'est un paradoxe apparent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est là sur des notions juridiques. Tout à fait. Et en droit, il y a deux catégories, les personnes et les biens. De même que les meubles s'entendent par opposition aux immeubles, c'est-à-dire deux catégories de biens qui obéissent à des régimes juridiques différents. Donc, pour moi, il n'y a pas de connotation péjorative négative à les assimiler à un bien meuble. Néanmoins, et c'est mon petit bémol, néanmoins, je pense que cette ambivalence pose la question de la personnalité juridique de l'animal et qu'on peut imaginer qu'à côté de la dichotomie chose et personne, une troisième catégorie juridique soit créée et qui comprenne, qui concerne les animaux. Voilà. Mais ça, je veux quand même préciser que ce n'est pas l'état du droit actuel, on va dire que c'est un peu de fiction juridique, hein, on va dire, mais peut-être, qui sait, un jour le législateur se penchera sur cette question d'une troisième personnalité juridique. Certaines associations l'ont déjà revendiqué, ou enfin, tout au moins émis l'idée de se pencher sur le sujet. Après, en effet, quand on parle de bien meuble, je pense que c'est surtout au niveau de la cession. À partir de ces 8 semaines, on peut le céder, alors qu'une personne ne pourra jamais le céder. Moi, ce que j'ai aussi découvert dans le droit animalier, si je peux me permettre cette expression un peu réductrice, c'est que j'ai le sentiment que l'évolution va vers un renforcement progressif, incontestable des dispositifs de protection des animaux, mais sans véritablement révolutionner leur régime juridique. Voilà. Et que même les niveaux de protection, ils sont différents selon les catégories d'animaux, que ce soit les animaux captifs, animaux sauvages, les animaux domestiques, les animaux de rente, les animaux de l'élevage. Je trouve que cette expression animaux de rente est quand même pas très heureuse. Les animaux, par exemple, utilisés à des fins scientifiques. En fait, le niveau de protection va varier en fonction de l'utilisation de l'animal et de sa proximité à l'homme. Exactement. On a même des animaux qu'on appelle nuisibles. Tout à fait. Qui sont donc régulés, et là ça dépend donc du maire. Mais après, le même animal, on prend souvent l'exemple du lapin, selon où il va naître, s'il est en garenne, donc animal sauvage, en laboratoire, il aura encore un autre régime, à la maison, animal domestique, et après, animaux de rente destinés donc à la consommation. Donc selon où il naît, en effet, il aura un sort différent. En effet. Nous
venons de voir qu'il y a tout un arsenal législatif pour décrire et pour énumérer tout ce qui est la déclinaison de la maltraitance animale. Certaines atteintes, certains articles ou certaines mesures permettent de confisquer l'animal quand c'est trop dégradé, quand la santé en fait est affectée et qu'il y a une urgence vitale. Vous voulez nous parler de toutes les saisies? Alors effectivement, donc il y a plusieurs degrés. D'abord, il y a des mesures conservatoires. Quand on est dans un cas de maltraitance, dans l'urgence et dans l'attente d'une mesure de placement judiciaire prévue par l'article 99-1 du Code de procédure pénale, sur lequel on reviendra, les agents habilités par le Code rural et de la pêche maritime, donc principalement ce sont des inspecteurs de santé publique vétérinaire, vont pouvoir, conformément à l'article L214-23, prendre des mesures de retrait ou de saisie des animaux. Le retrait consiste à soustraire matériellement l'animal à la garde de son détenteur défaillant et de le confier à un tiers. La saisie va permettre de laisser l'animal sur place à la garde du détenteur, mais sous surveillance administrative. Et ces mesures sont valables pour une durée de 3 mois. À l'issue, il faudra restituer l'animal. Mais entre-temps, donc, peut intervenir ce fameux 99-1 du Code de procédure pénale. Cet article donc, prévoit des mesures de placement judiciaire pour les animaux qui ont été saisis et retirés. Eh bien, dans le cadre des contrôles dont je viens de parler, conformément à l'article L214-23, mais également quand il y a saisie d'un animal lors d'une procédure judiciaire. Typiquement lorsque le propriétaire de l'animal va être poursuivi pénalement. C'est ça. Dans le cas d'abandon, par exemple, de sévices graves, de cruauté, pour mettre l'animal en sécurité à l'instant T. Tout à fait. Donc cette mesure du 99-1 peut être prise à tous les stades de la procédure, donc par le procureur de la République ou ses substituts au stade de l'enquête, par un juge d'instruction si une information judiciaire est ouverte, et par le président du tribunal, et même un appel d'ailleurs, au moment de l'audience de jugement, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'infraction. Donc c'est vraiment des mesures qui vont s'inscrire dans le temps et qui peuvent durer. Et du coup, l'animal va rejoindre un refuge ou une association de protection animale. Il peut être en famille d'accueil, mais en effet, ça s'étend dans le temps et il ne peut pas être adopté. Il ne peut pas être dénaturé ou stérilisé. Voilà, c'est un peu la problématique. C'est un peu la problématique, tout à fait. Et notamment le problème si le jugement tarde à venir dans ces affaires de maltraitance. Tout à fait. Et donc l'article 99-1 prévoit un principe et des exceptions. Donc le principe consiste à placer l'animal soit dans un lieu de dépôt prévu à cet effet, soit de le confier à une association de protection animale habilitée, donc les associations reconnues d'utilité publique et déclarées, ou alors à une fondation. Cette décision est prise et elle n'est pas susceptible de recours. Par contre, le propriétaire de l'animal va pouvoir en demander la restitution. Et dans ces cas-là, c'est la décision de non-restitution qui sera susceptible de recours. Il faut surtout que ce soit mentionné dans l'objet, on va dire, dans l'objet social par exemple, nous, l'association des 4 Patounes, nous sommes pour l'instant reconnus d'intérêt général, mais pas reconnus d'utilité publique. Mais compte tenu que dans nos statuts, il y a bien écrit que nous pouvons rester en justice sur l'Hexagone, mais aussi que l'on peut avoir des animaux placés sous 99.1, on peut du coup avoir... C'est le cas d'association déclarée en exactement, fait. C'est ça. Oui. Exactement. Peut-être on peut parler aussi des exceptions et du fait que par moment le 99.1 pourrait être levé et anticipé pour que l'animal puisse du coup ne pas attendre l'audience, on va dire, qui va statuer sur son sort. Alors tout à fait, effectivement, à côté du principe, il y a des exceptions. Elles s'appliquent lorsque les conditions du placement de l'animal ne sont plus adaptées, soit parce que les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre en péril sa santé, soit depuis la loi du 30 novembre 2021, donc toujours dans cet article 99-1, soit parce qu'elles sont susceptibles de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce,
Dans ces cas-là, l'avis d'un vétérinaire sera donc requis, soit parce qu'elles sont susceptibles d'engendrer des frais conservatoires supérieurs à la valeur économique de l'animal. Et dans ces cas-là, c'est l'avis d'un expert agricole qui doit être demandé. Et donc, dans ces hypothèses-là, 3 mesures sont possibles. Confier le placement de l'animal auprès d'un tiers, sa cession à titre onéreux ou l'euthanasie. Voilà, ces mesures dont exceptionnelles sont prises par ordonnance motivée qui peut être contestée devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller délégué par lui. Lorsqu'il y a cession à titre onéreux, le prix est effectivement consigné pendant une durée de 5 ans et il sera remis au propriétaire de l'animal s'il bénéficie d'un non-lieu ou d'une relaxe. Et il y a un tout dernier alinéa, c'est le dernier alinéa de l'article 99-1 qui prévoit la remise de l'animal aux autorités administratives. C'est lorsque la conservation de l'animal n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ou lorsque l'animal est susceptible de constituer un danger grave et imminent pour les personnes ou pour les animaux domestiques. Dans ce cas, l'autorité administrative, donc qui peut être le maire par exemple, va devoir appliquer les dispositions de l'article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime qui concrètement consiste soit à l'euthanasie, soit à placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet. Rappelons que pour tout ce qui est les pouvoirs du maire, donc il doit faire demander au vétérinaire une évaluation comportementale qui va classer de 1 à 4 l'animal par rapport à sa dangerosité. Et en effet, sous l'expertise vétérinaire, s'il est 3 sur 4 ou 4 sur 4 par rapport à sa réactivité, alors oui, le maire aura ce pouvoir de motiver, on va dire, sa décision. Tout à fait, absolument. Une chose aussi peut-être à rappeler, c'est que les frais de garde sont à la charge du propriétaire de l'animal. Alors, c'est le principe, hein, il peut y avoir dérogation par le juge d'instruction ou par le président du tribunal, mais le principe, normalement, c'est le propriétaire qui doit assurer les frais de garde. Bon, j'ai cru comprendre que c'était quand même assez compliqué de recouvrer ces frais, notamment si les propriétaires sont insolvables. Et je pense que c'est un cas où les refuges ou les associations peuvent être en difficulté parce qu'elles devront de fait supporter les frais de la prise en charge de l'animal. Il y a les frais vétérinaires, mais aussi les frais alimentaires et les frais, parce que finalement ça bloque un box, on va dire pendant 1 an et demi. Pour l'animal, c'est pas satisfaisant parce que finalement s'il reste 2 ans en box, ça peut être 1/5 de sa vie. Tout à fait. Ce qui est énorme, surtout quand ils sont tout petits pour la sociabilisation, c'est quand même pas satisfaisant, on va dire, par rapport aux besoins. Et puis, en effet, ça a un réel impact sur l'association elle-même qui doit supporter ces frais. D'où le petit, on va dire, l'astuce par moment de faire signer un certificat de cession anticipé pour ne plus finalement que les frais soient supportés par le propriétaire. Voilà. Parce que même si on demande 15 à 20 euros par jour, quand ça s'étend dans le temps, les sommes peuvent être très onéreuses. Peut-être un tout dernier cas de placement ou de remise des animaux, c'est la remise d'animaux valorisables à la GRASC. Donc l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. C'est vraiment un cas très particulier, mais c'est quand l'animal constitue un élément du patrimoine de la personne poursuivie. C'est typiquement pour des chevaux de course, par exemple. Donc, ils vont pouvoir être donc remis à la GRASC. Dans ce cas-là, c'est encore un autre article, c'est l'article 131-21 du Code pénal, cette fois-ci, qui va s'appliquer. On va pouvoir faire une saisie sans dépossession, ou alors on peut faire une remise pour vente avant jugement, pour faire de vente avant jugement. Mais je conseille quand même de prendre contact avec la GRASC préalablement, parce que c'est vraiment un cas particulier, il y a une logistique à mettre en place, mais il faut savoir que c'est possible. Ça existe. Voilà. Bonjour Mathilde, je vous propose de vous présenter. Bonjour Céline, donc je m'appelle Mathilde Marie, je suis substitut du procureur, je suis affectée
actuellement à la section de la permanence du parquet de Bordeaux. Je suis référente donc violence intrafamiliale, violence conjugale et également maltraitance animale. J'étais auparavant conseillère d'insertion et de probation jusqu'en 2019 pendant de nombreuses années. Un parcours très riche. Merci. Les animaux, un terme qui nous rassemble. Alors, pourquoi un magistrat s'intéresserait-il dans le cadre de ses fonctions aux animaux? Alors, j'ai presque envie de renverser la question, c'est-à-dire que finalement, pourquoi est-ce qu'un magistrat ne s'y intéresserait pas? Alors, pour moi, il y a évidemment de nombreuses raisons de s'y intéresser. Tout d'abord, le droit en dit long sur l'évolution de la société. Et dans ce domaine, comme dans de nombreux domaines, notamment dans le domaine des violences intrafamiliales ou des violences sur les enfants actuellement, les attentes sont extrêmement nombreuses. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que toutes ces attentes sont liées. Je dirais qu'il est évident pour un magistrat de s'intéresser à ce contentieux, tout simplement. Déjà parce que, alors particulièrement depuis 2015, le Code civil considère que les animaux sont doués de sensibilité, oui, ne sont plus des objets inanimés, et surtout donc depuis les lois de 2021 qui ont vraiment mis entre nos mains un arsenal répressif et qui permet aussi de protéger les animaux et à la fois de sanctionner les auteurs, on a toutes les raisons de s'y intéresser et surtout on a tous les outils. En tout cas, on a de nombreux outils. Tout d'abord, protéger les animaux. En soi, c'est un objectif évidemment important. Et par rapport à cette nécessité et cette possibilité qu'on a de les protéger, je dirais qu'il faut, parce que je peux parfois voir certains collègues, et je l'entends parce qu'on est évidemment noyé sous une masse très importante, certains collègues qui vont pouvoir me dire que c'est compliqué de trouver le temps pour s'occuper de ce contentieux, ce que je peux entendre. Et à la fois, on ne va pas forcément s'entendre dire qu'on ne traite pas les recels de vol de vélo ou la contrebande de cigarettes, qui ne sont pas forcément des contentieux très, très intéressants, on va dire. Finalement, parce que, on est là voilà, pour l'application concrète de la loi. Voilà. Et puis, derrière, finalement, une maltraitance, il peut y avoir une déclinaison d'autres infractions qui sont concomitantes. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, donc, on va recevoir des signalements, soit par courrier, soit par le biais d'associations ou d'avocats spécialisés. Et lorsqu'on met finalement le nez au sein de ce domicile, moi j'ai toujours l'impression qu'on va soulever un couvercle. Mmh. Alors on va effectivement trouver une situation concernant les animaux dans un premier temps. Au parquet sur la permanence, finalement, ce droit, il n'est pas extrêmement technique. Ce qu'on va avoir à traiter, c'est essentiellement du contraventionnel, mais qui n'est pas forcément très intéressant parce que ça ne va pas forcément permettre d'avoir des peines complémentaires, d'interdiction de détenir des animaux, ce genre de choses qui peuvent avoir un véritable intérêt. Mais on a essentiellement les délits d'actes de cruauté et de sévices graves sur les animaux et le délit d'abandon ou d'abandon exposant à un risque de mort. Qui est quand même un délit qui est aujourd'hui puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Oui. Et avec les peines aggravées, on peut arriver, si ça engendre la mort, à du 5 ans et 75 000. C'est ça. C'est quand même... Ce qui permet d'ailleurs de solliciter des perquisitions sans assentiment, etc. Enfin, c'est effectivement des peines encourues qui sont importantes en termes évidemment d'emprisonnement, en termes d'amende et toutes ces peines complémentaires d'interdiction de détenir, d'interdiction d'exercer des activités professionnelles en lien, et évidemment de confisquer les animaux qui ont été saisis. Alors finalement, vous venez de parler d'abandon. Par exemple, si on prend le cas, vous avez un signalement, un équipage se déplace, comment ça va s'enchaîner ? Alors, on a effectivement, et c'est particulièrement important justement sur ce type de procédure, exactement comme pour les violences intrafamiliales, il faut faire vraiment une grande confiance aux primo-intervenants. Ouais. Les primo-intervenants, tout ce qu'ils vont pouvoir constater, donc les enquêteurs, lorsqu'ils vont se déplacer au domicile, vont parfois, moi, me solliciter en amont pour que je puisse être dans les starting blocks pour rédiger l'ordonnance de placement si, effectivement, leurs constatations vont corroborer les signalements. Et ils vous font part de tout ce qui est les photos, les vidéos, l'enquête de voisinage qui étaye déjà et qui éclaire votre... J'ai reçu, par exemple, ce matin, un dossier vraiment intéressant avec un voisin qui remet une vidéo d'une personne qui, très régulièrement, donne des coups à son chien à l'extérieur, lui donne des coups avec une trottinette ou des coups de pied, etc. Lorsqu'ils vont au domicile, on a effectivement un animal qui se trouve dans moins de 2 mètres carrés, au milieu de ses excréments, qui a maigri, etc. Là, on a vraiment, suite à ces premières constatations, la possibilité tout de suite de faire une ordonnance de placement. Donc, c'est le fameux article 99.1 qui n'est pas très technique. Et d'ailleurs, souvent dans les parquets, il y a des modèles, il y a des trames. Il y en a une, nous, à Bordeaux, il y a des trames qui permettent donc de rapidement
finalement sortir cet animal du domicile et ensuite on va pouvoir laisser l'enquête se dérouler tranquillement avec évidemment des constatations d'un vétérinaire, avec évidemment donc le voisinage, l'audition du mis en cause mais qui peut du coup être reportée, retardée un peu parce qu'on est moins dans l'urgence puisque l'animal a été sécurisé. C'est vrai que c'est important de rappeler parce que je comprends aussi que parfois certains collègues qui considèrent qu'ils n'ont pas forcément de connaissances sur ce champ-là vont se dire mais c'est quand même une décision grave de placer cet animal, mais il faut rappeler que c'est vraiment, effectivement, on en parlait, quelque chose de provisoire, comme toute ordonnance et finalement de placement. Et si mais moi ça ne m'est pas encore arrivé, mais si le vétérinaire constate qu'effectivement c'est un chien qui a une pathologie, qui fait qu'il est maigre, on va pouvoir le restituer au propriétaire sans difficulté. On a même eu le cas à traiter où le chien était décédé, le premier chien de la famille était décédé et on a eu l'autorisation, une confiscation provisoire de l'animal, donc 99.1, pour le chien qui restait dans la famille, puisqu'on dit que finalement c'est le mettre en sécurité le temps de l'enquête et c'est provisoire. Bien sûr. Après, si l'enquête en effet avère qu'il y a des éléments qui n'étaient pas portés à notre connaissance, alors, bien sûr. Non, bien sûr. En général, moi, je fais confisquer. Enfin, tous les animaux vont être retirés du domicile et ça ne m'est encore jamais arrivé non plus que finalement la maltraitance ne concerne que l'un d'eux. Il y a de toute façon des négligences graves, etc. Ce qui est intéressant sur l'infraction d'abandon, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de caractériser des atteintes volontaires, des violences volontaires, des actes de cruauté. On doit effectivement démontrer qu'il y a donc des coups qui sont portés, en tout cas des actes. Et c'est compliqué parce que même sur les certificats vétérinaires, là sur le chien sur lequel j'ai plusieurs vidéos de maltraitance, le vétérinaire constate une dénutrition, etc. Mais les coups ne vont pas évidemment être simples à caractériser. C'est très important ce que vous soulignez parce qu'il n'y aura pas d'hématome comme sur un enfant ou une femme. À part aux autopsies où on aura vraiment des masses et des fractures, des choses comme ça. Mais sinon, ça c'est très important en effet à souligner. Et alors, c'est pour ça que cette infraction d'abandon est particulièrement importante, parce qu'on s'imagine parfois que l'abandon, ça va être finalement le fait de laisser un chien dans une forêt attaché à un arbre. Et au contraire, il y a une jurisprudence qui est vraiment riche et qui est vraiment fondamentale, que je pourrais donner dans une boîte à outils éventuellement, mais sur le fait que l'abandon, c'est un délaissement grave. Et donc, on peut abandonner, et on a à Bordeaux régulièrement des condamnations sur des animaux qui sont abandonnés au sein même du domicile. Et ça, c'est vraiment un outil important. Pardon. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça nous est arrivé 2 fois de partir sur un délit d'abandon, qui est une infraction continue, rappelons-le, et que finalement les personnes habitaient au domicile, mais l'avaient délaissé sur la terrasse. Et à 2 fois, alors c'est de justesse, mais on a pu sauver les animaux, mais ils étaient vraiment abandonnés, ne pas subvenir. C'est ça, c'est un délaissement en fait. Il faut se représenter un délaissement grave de l'animal, et ça peut être, et c'est le cas d'ailleurs de la procédure de ce chien dans 1 mètre carré qui est poursuivi. Donc ça, c'est la première raison, c'est déjà que c'est un contentieux qui existe. Il y a tout un arsenal répressif qui est prévu pour sanctionner les auteurs, protéger les animaux. Et la deuxième raison, on en a parlé tout à l'heure aussi, et c'est évident, c'est rappelé dans la dernière circulaire du ministre de la Justice, c'est rappelé notamment dans le rapport AVIF de Éric Corbeau et Gwanola Jolicose, les situations de violence dans un domicile, il faut toujours les regarder de manière globale. Et très souvent, quand on soulève ce couvercle, on va partir donc d'un signalement concernant un animal, mais on va se rendre compte qu'au sein de ce domicile, il y a des violences, il y a de la violence. Donc il faut vraiment cette approche globale, il faut vraiment prendre du recul sur la situation. Et toutes les études, notamment parce qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites sur le lien entre la maltraitance animale et les violences intrafamiliales, vont démontrer que c'est lié, bien évidemment. Tout d'abord, ça va être catastrophique, évidemment, pour un enfant de grandir dans un domicile en voyant l'objet de son attachement, l'animal domestique, être victime de violence. Et ça, c'est Boris Cyrulnik, notamment, qui le dit, qui était éthologue dans un premier temps et qui explique bien que c'est un laboratoire de la violence, que c'est à la fois un apprentissage de la violence et que ça va avoir des effets dévastateurs sur les enfants. Tout à fait. On sait aujourd'hui que ça diffère le départ de la victime, qui ne va pas parfois oser passer le pas, parce que dans tout ce qui est la prise en charge des femmes battues, par exemple,
les structures d'accueil Oui. ne vont pas accepter les animaux. Donc déjà, comme vous le dites très bien, d'être rien que témoin, quand les enfants sont témoins de maltraitance, ça met le curseur finalement de la violence qui n'est pas au bon endroit déjà. C'est ça. Et ça met une ambiance de terreur au sein du foyer. C'est ça. Voilà. C'est Un vraiment, coup ça va être l'enfant, un coup la oui. femme, un coup le chien. Mais on sait que dans un sens ou dans l'autre, malheureusement, tous les maillons vont en pâtir. C'est ça, ce sont des enfants qui vont finalement grandir dans ce contexte de terreur. Il va y avoir une forme de banalisation, d'habituation à cette violence. Et c'est vrai qu'on lit régulièrement dans les auditions, parce que très souvent, la question des animaux est abordée, c'est très important, dans la trame sur les violences intrafamiliales. Possédez-vous des animaux et comment le partenaire se comporte-t-il avec les animaux? Et très souvent, la personne va répondre, il donne des coups de pied, il est violent, etc. Et on va passer à la question suivante. C'est important aussi pour le magistrat à ce moment-là de dire, il faut creuser ce sujet. On va supplétiver sur l'infraction d'actes de cruauté notamment, par exemple, ce qui va permettre aussi à l'audience d'avoir une confiscation de l'animal, qui parfois est à son nom, qui va permettre aussi de montrer aux victimes, mineurs, majeurs, qu'on va protéger finalement tout ce foyer et que c'est possible. Parce qu'il y a certains enfants notamment, ou certaines femmes qui effectivement à l'audience, moi j'ai le souvenir d'une femme qui a pu dire que c'était terrible parce qu'elle était partie en laissant les animaux qui sont à son nom et qu'elle savait très bien qu'elle était en protection de ces animaux. Malgré tout, elle avait évidemment dû quitter ce domicile et elle en a énormément parlé en audition et à l'audience et c'était quelque chose de très difficile pour elle. Alors on sait aujourd'hui, grâce au second amendement de M. Bazin, que justement la femme qui va quitter, la femme ou peu importe, la personne victime qui va quitter le domicile peut récupérer les animaux, qu'ils soient à son nom ou qu'ils soient au nom de l'auteur des faits. Et ça, c'est une grande avancée, tant soit peu que tout le monde le sache. C'est vrai que ça fait avancer les choses. Il y a cet arsenal, c'est possible. C'est des dispositifs, effectivement, qui vont parfois être méconnus. Et c'est dommage parce qu'effectivement, c'est un droit qui n'est pas complexe, qui est pratique, qui est bien pensé. Et on a effectivement ces outils pour sécuriser tout un foyer, protéger toutes les victimes au sein de ce foyer. Donc on ne peut pas dissocier les violences conjugales de ces violences sur les animaux. Ça va même être utilisé en tant que critère de dangerosité. C'est-à-dire que dans ce qui va nous alerter sur la situation d'une femme ou d'un enfant, il va y avoir ces passages à l'acte sur les animaux qui en tant que tels sont graves bien évidemment, mais qui sont aussi des signaux d'alerte très importants qu'il faut vraiment considérer. Pour mieux lutter contre ces violences dans la sphère familiale, le procureur général d'Aix-en-Provence demande désormais à la police et la gendarmerie d'enquêter systématiquement sur la famille lorsqu'il y a maltraitance animale et inversement. Lutter contre la maltraitance animale, c'est lutter contre toutes les violences. La lutte contre la violence, elle doit correspondre à cet impératif de protection en réalité des êtres sans défense. Ce sont les enfants, ça peut être les épouses sous emprise, mais c'est aussi les animaux qui, par hypothèse, ne vont pas les déposer plainte. Pour mieux lutter. Christophe, je vous propose de vous présenter. Oui, merci. Donc, je suis Christophe Amanzategui, je suis le procureur de la République de Saint-Gaudens. Procureur de la République, finalement, quel est votre pouvoir, vos moyens, finalement, quand on a une maltraitance animale? Comment, quels outils il existe pour mettre à l'abri l'animal victime? Alors, tout d'abord, quand on parle de maltraitance animale, c'est tout d'abord traiter des infractions. Il ne faut pas oublier que la maltraitance animale, ce n'est pas simplement un outil gadget, c'est traiter des infractions. Pour traiter des infractions, on les traite avec les outils juridiques qu'on va traiter pour toutes les infractions. C'est-à-dire, on qualifie une infraction et ensuite, on mène une enquête. Pour mener cette enquête, on a des outils. Et notamment sur la question de la maltraitance animale, il y a un outil fondamental qui est l'article 99.1 du Code de procédure pénale, qui est un article qui permet, lorsque la saisie de l'animal est possible dans le cadre de cette infraction, de mettre à l'abri cet animal, c'est-à-dire de le sortir du lieu où il est maltraité pour pouvoir le mettre à l'abri. Ce n'est pas simplement un geste vis-à-vis de l'animal, c'est simplement mettre fin à une infraction, en tout cas la stopper le temps de l'enquête. Et ensuite, on verra si l'animal peut être restitué ou ne le sera pas selon la suite de la procédure. Exactement, donc il s'agit de l'ordonnance de placement provisoire. Comme vous le dites très bien, c'est provisoire et le temps de l'enquête, au moins l'animal est en sécurité. Tout à fait. Et là, on l'a pour certains délits comme l'abandon, les sévices graves et toute une série d'infractions qui justement le permettent. Alors elles sont nombreuses, on a en matière délictuelle, notamment avec le changement de la loi, avec la loi qui a aggravé notamment aussi les peines, alors ça c'est encore une autre question, mais on peut le faire et c'est quelque chose qu'il faut penser systématiquement lorsqu'on parle de maltraitance animale. Sur le terrain, quand il y a constatation, donc il y a l'OPJ qui prend attache avec vous, qu'est-ce que vous attendez de l'OPJ pour prendre une décision éclairée ?
Alors, j'attends de l'OPJ déjà d'avoir un compte-rendu extrêmement clair et précis. Et la première chose que je vais lui faire faire, c'est de prendre contact avec un sachant, c'est-à-dire un vétérinaire ou quelqu'un spécialiste dans la question animale. Parce qu'effectivement, un animal, lorsqu'on est dans une certaine situation, comment on fait, qu'est-ce qu'il en est? Le vétérinaire, par exemple, va pouvoir établir s'il y a maltraitance, caractériser des blessures, caractériser des sévices et autres. Exactement comme quand on a quelqu'un qui est victime de violence, on va l'envoyer chez un médecin légiste pour qu'il puisse voir s'il a des bleus, des choses comme ça. Eh bien, on fait pareil avec l'animal. Et ça permet de caractériser la nature de la violence, la nature, l'intensité de celle-ci, et de dire à ce moment-là si on est sur des sévices, si on est sur du simple mauvais traitement, si on est sur de l'abandon, et tout ça. Et c'est également aussi, et je pense à une chose, c'est saisir également éventuellement des services comme la Direction départementale de la protection de la population, ce qu'on appelle la DDPP, qui est un organisme public, sachant, en matière notamment d'animaux domestiques, mais aussi d'animaux de rente, qui va justement avoir aussi ce diagnostic précis et ce diagnostic expert. Donc là, par exemple, on va avoir dans l'expertise un score de Kashexty qui va de 1 à 9 et qui va objectiver. Selon la race, l'âge, on va pouvoir savoir si l'animal... C'est extrêmement important. Exactement. Parce que voyez-vous, quand vous exposez ces termes-là, quand à un moment, si on va devant un tribunal et qu'un juge doit juger une affaire, il faut qu'il puisse se baser sur des éléments matériels. C'est-à-dire, maltraitance animale, on y met tout et n'importe quoi. La maltraitance, comment elle se caractérise? Eh bien, j'ai un score qui est très faible, qui caractérise des carences, qui caractérise une maltraitance. Et là, on peut caractériser l'élément matériel. Après, l'élément intentionnel, c'est encore autre chose. Mais au moins, l'élément matériel, c'est la base. Si on ne l'a pas, on ne peut pas aller devant un tribunal et on ne peut pas caractériser une infraction. C'est exactement pour toutes les infractions en matière pénale. L'ordonnance de placement, donc le fameux 99.1 du Code de procédure pénale, finalement, on va la donner à qui? À une association, un refuge? Alors, on va privilégier bien entendu les associations qui sont des véritables partenaires. Mais comme je le dis souvent, malheureusement, on vit souvent à crédit auprès des associations. Pourquoi? Parce qu'effectivement, via le 99.1, le principe est que sur cette ordonnance provisoire, les frais qui seraient afférents justement à ce placement vont revenir à celui qui aurait commis les faits. Comme bien souvent des cas, malheureusement, les personnes sont souvent tout simplement n'ont aucun moyen financier et ne payent pas les associations. Donc lorsqu'on place l'animal, notamment dans le 99.1, l'objectif dès le départ qu'il faut avoir, et c'est pour ça qu'on a développé notamment des trames spécifiques, c'est d'anticiper une possible cession de l'animal. Oui. Pourquoi? Tout simplement pour éviter qu'il y ait un coût dans la carte cette garde de cet animal, et puis pour essayer tout simplement, si possible, de pouvoir replacer l'animal par une nouvelle adoption si c'est possible. Tout à fait, parce que parfois les procédures sont longues et un an et demi, ça peut quand même constituer presque... Ça coûte, c'est un vrai coût, ça entraîne une nouvelle souffrance animale, parce qu'il ne faut pas que la souffrance en rajoute une autre, et donc il faut gérer le 99.1 avec dynamisme, il faut être très vigilant. Je le dis souvent, je fais un comparatif un petit peu, c'est comme le gardiennage des véhicules, on est vigilant pour pas que ça coûte trop cher en essayant de les limiter avec des réquisitions à 3 mois, il faut avoir la même dynamique, c'est la même saisie parce que ça engage des frais qui ne sont certes pas pour la justice, mais pour des partenaires comme les associations qui à un moment, si on les met à genoux, elles ne pourront plus tout simplement travailler avec nous. L'organisation elle-même, je sais qu'en police ou en gendarmerie, M. Darmanin avait souhaité 4000 référents. Il me semble qu'au sein des tribunaux, des parquets, il y a aussi des référents. Comment ça se passe? Alors la désignation des référents, initialement les référents c'était surtout des référents environnement. On avait voulu vraiment mettre environnement. Il y a une nouvelle dynamique qui a été mise en place, c'est de créer environnement et animaux. C'est-à-dire de lier l'un et l'autre. Celui qui est véritablement à l'origine de ça, c'est Franck Rastoul, le procureur général d'Aix-en-Provence, qui a voulu à un moment créer ça, notamment lorsqu'il a créé ce pôle environnement et maltraitance animale. À pôle environnement, il y a rajouté maltraitance animale. Aujourd'hui, les référents environnement sont aussi des référents pour la maltraitance animale, parce qu'on a considéré que l'un et l'autre étant intimement liés. Donc ça fonctionne comment? Au sein des parquets, dans un organigramme, certains vont être affectés pour les stupéfiants, d'autres vont être affectés pour les violences intrafamiliales, et il y aura des référents pour justement la maltraitance animale. L'intérêt de cela, c'est déjà un interlocuteur unique vis-à-vis des services d'enquête, et par définition, un interlocuteur qui normalement a une expertise dans la matière, qui normalement a un regard un peu plus connaisseur. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en France qu'il y a un maillage de référents? Alors, il y a un maillage de référents qui est en train de se constituer. Au sein des parquets, les référents existent, tous les parquets les mettent en œuvre. Oui. Ensuite,
À travers cela, on a aussi aujourd'hui ce qu'on appelle la formation continue au sein de l'École nationale de la magistrature, qui justement met en place des formations qui ont un vrai succès sur la question animale, maltraitance animale, ça marche. Et puis il y a aussi des associations comme la vôtre qui permettent justement de sensibiliser des magistrats, des policiers, des gendarmes, justement pour essayer de créer ce maillage sur cette connaissance, cette sensibilisation à cette cause. Tant qu'on est à parler de bonnes pratiques pour inspirer ici ou ailleurs, vous êtes pionnier dans les stages alternatifs à la peine. Vous voulez peut-être nous en dire davantage? Oui, alors le stage maltraitance animale que nous avons signé, maintenant ça fait plus de 4 ans que ce stage fonctionne. L'intérêt, quel est-il? C'est de calquer, comme je le disais au début, c'est de calquer la réponse pénale sur la question de la maltraitance animale comme pour l'ensemble des infractions. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, sur des violences intrafamiliales, par exemple, je prends un exemple vraiment très caractéristique, on a des stages violences intrafamiliales parce que quand on a des infractions au spectre bas ou de faible gravité, il faut donner quand même une réponse pénale, on peut faire des stages. Sur la question de la maltraitance animale, tout ne va pas nécessairement devant un tribunal. Et d'autant plus en matière de maltraitance animale où les infractions, pour une grande partie, relèvent du domaine contraventionnel, donc de simples amendes. Donc effectivement, d'avoir pu mettre en place ce stage en partenariat avec vous, qui est un sachant justement avec votre réseau, ça permet de pouvoir apporter une réponse, je dirais, pédagogique, et de ne pas simplement avoir la logique de l'amende qui dira vous devez payer 150 € d'amende par la maltraitance, pour des mauvais traitements à votre animal, mais de payer un stage qui est établi à 100 €, sauf erreur de ma part, pour justement apprendre des choses, c'est-à-dire apprendre la législation, apprendre les risques que l'on encourt, et surtout avoir des outils pour ensuite ne pas, reproduire à nouveau sur le même mode de fonctionnement que les autres stages qu'on a en matière de stupéfiants, en matière de violence intrafamiliale, en matière environnement. C'est le même principe. C'est avoir une réponse graduée. C'est vraiment un très bel outil dans la lutte contre la récidive, contre les récidives. En effet, les gens, les retours d'expérience sont positifs puisqu'ils expriment bien avoir appris beaucoup de choses et il y a une réelle prise de conscience. En effet, depuis la signature de la convention, on a pu signer avec 7 autres parquets et on est encore dans la dynamique de créer d'autres partenariats. C'est très riche, donc il y a en effet une double sanction qui est financière entre 100 et 180 € selon les parquets de gradués. Et il y a aussi donc ces connaissances données par des experts, puisque c'est à 3 têtes avec un policier, un vétérinaire et un éducateur canin. Tout à fait. Merci. Bonjour. Je vous propose de parler du rôle de l'OMP, comment il est saisi, quelles sont ses actions. Dites-nous tout. Alors, l'OMP, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, l'OMP est un officier de police, commissaire, capitaine. C'est un officier de police qui va exercer les prérogatives du ministère public devant le tribunal de police. Exactement. Alors, le tribunal de police, il est saisi uniquement dans un cadre précis, c'est la maltraitance. Les fameuses contraventions de première à 4e classe qui sont de la compétence du tribunal de police, et l'OMP va donc exercer devant le tribunal de police les prérogatives du ministère public. Autrement dit, c'est lui qui va demander effectivement les sanctions qui sont éventuellement applicables contre la personne prévenue. Parlons à présent d'une seule violence. Là aussi, en France, on voit que depuis le colloque organisé par le sénateur Arnaud Bazin le 17 mars 2023, il y a quand même, sous l'effigie une seule violence, il y a eu quand même une prise de conscience collective de ce lien que les Anglais appellent the links entre les violences intrafamiliales, ou tout au moins au cœur de la famille, et les violences faites aussi sur l'animal qui fait partie finalement de la sphère familiale. Alors, je dirais que ça va même au-delà, peut-être aujourd'hui, du simple cercle familial. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, et des chercheurs se sont également intéressés au sujet, aujourd'hui, il y a un lien très étroit qui est fait entre des formes de violence qui vont être des formes de violence s'exerçant sur les personnes et des formes de violence qui vont s'exercer sur les animaux. Et on va s'apercevoir que... Parfois, pour se faire la main, même, ils parlent tout des... Bien sûr. On va s'apercevoir que 2 phénomènes. Des personnes qui ont été victimes
de faits de violence qui ont pu être elles-mêmes effectivement violentées. Ouais. Des personnes qui ont été violentées vont reproduire sur l'animal le schéma qu'elles ont elles-mêmes connu. Il y a peut-être effectivement une grande détresse à constater que la personne qui a été victime va devenir éventuellement elle-même auteur. Mais on le voit, ce cas, on le voit. Il y a même des statistiques Tout à fait, faites tout à fait. sur les enfants qui subissent des violences et qui le font simultanément sur l'animal de compagnie. Exactement. Et puis après, on a la situation où telle personne soit va se faire la main sur une autre personne avant éventuellement, Oui. si vous me le permettez, de se faire la main sur l'animal, ou inversement, elle va commencer par se faire la main sur l'animal, et ensuite, effectivement, elle va sur son conjoint, sur ses enfants ou sur une personne en situation de faiblesse, continuer effectivement à pratiquer cette violence. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est de bien comprendre que on n'a pas une violence qui s'exercerait sur les animaux et puis une autre qui s'exercerait sur l'homme et sans effectivement aucun lien entre l'un et l'autre. On est bien avec une seule et même violence qui va s'exercer tantôt sur les animaux, tantôt sur les humains, concomitamment parfois sur les humains et sur les animaux. Qui crée finalement un schéma de crainte, de douleur et de violence. Le schéma, bien sûr, le schéma que l'on connaît aujourd'hui très souvent, c'est malheureusement du chantage. Le schéma d'une forme de violence qui parfois est une violence psychologique, qui va être une violence au sein du couple, où effectivement, éventuellement, deux conjoints qui ne s'entendent plus vont prendre l'animal en otage, vont exercer un chantage à l'affect que l'un ou l'autre peut avoir sur l'animal, qui vont ensuite développer une forme de si tu me quittes, le chien va effectivement subir, va être maltraité, je vais me venger sur le chien. Ce qui diffère le départ de la victime. Ce qui diffère et donc on a un huis clos. On a au sein de ce huis clos différentes formes de violence qui vont s'exercer, physiques, psychologiques, mais qui vont faire que hommes et animaux vont être sous l'emprise de cette même et unique violence. Il y a même des parquets qui ont pris des mesures, on va dire, avant-gardistes. Par exemple, du côté de Toulouse, je sais que la Cour d'appel a signé des conventions, notamment avec la Confédération de Lyon, quand il y a donc un animal en détresse au sein et que le terreau de fragilité inclut aussi la femme, les enfants ou le mari, peu importe, l'animal est mis en sécurité. Parce que là aussi, il y a des trous dans la raquette. Finalement, une personne qui va vouloir intégrer un foyer pour personnes battues ne va pas pouvoir prendre l'animal. Donc, il y a tout ça. Peut-être rappelons les deux amendements d'Arnaud Bazin qui dit que, par exemple, si madame est frappée mais que le chien ou le chat appartient à monsieur, elle peut partir avec l'animal. Voilà. Le second amendement d'Arnaud Bazin consiste à faire une enquête finalement environnementale de la maison, du foyer lui-même, quand il y a donc des maltraitances faites sur les animaux. Et on découvre, au-delà de tout ce qui est les violences pures, on a aussi tout ce qui est les violences sexuelles qui sont malheureusement transversales aussi. Il n'y a pas de limite. C'est l'idée c'est une transposition en fait de ce qu'on appelle l'enquête sociale. Oui. L'enquête sociale qui est notamment un outil utilisé par les juges aux affaires familiales, qui quand ils vont s'intéresser à éventuellement un cas de divorce ou quand ils vont devoir statuer sur la garde d'un enfant, vont demander à des travailleurs sociaux d'aller effectivement enquêter, faire un rapport, s'intéresser au mode de vie de la famille, de l'enfant et autres. C'est absolument la transposition pour savoir comment l'animal vit, avec qui il vit, dans quelles conditions il vit, pour effectivement essayer de mieux cerner les difficultés, les carences, les besoins, et essayer d'apporter, une fois encore, une réponse qui sera la plus appropriée, la plus efficace, finalement, au bien-être de l'animal. Voilà.
Les textes prévoient des peines de prison, parfois des sanctions aggravées. Finalement, en termes de jurisprudence, on en est où aujourd'hui? Alors, je dirais qu'on est à un stade où on sent un frémissement, on sent une évolution, une écoute de plus en plus importante, je pense, de la part des magistrats sur ces questions. Ça, il faut le souligner. Ça, je pense qu'il y a un véritable progrès. Alors maintenant, dans les sanctions, l'opinion publique le dit toujours, ah mais c'est pas suffisant, il aurait fallu des peines aggravées, il aurait fallu des choses plus graves. Bon, je suis beaucoup plus réservé par rapport effectivement à cela. Aujourd'hui, on va noter qu'effectivement, les juridictions vont peut-être plus que par le passé sur des peines de prison ferme, mais notamment les associations de protection animale sont très attentives à ce que des peines complémentaires qui sont à la disposition des magistrats puissent être appliquées. Et ces peines complémentaires, c'est interdiction à durée limitée ou à vie de détenir un animal, interdiction à durée limitée ou à vie d'exercer une profession en lien effectivement avec les animaux, et en plus, le cas échéant, la confiscation. Et ça, je pense que sur ou avec ces peines complémentaires, les magistrats ont bien compris qu'ils avaient là un vrai rôle en matière de protection des animaux. Parce que ça permet, d'une certaine manière, d'éviter la récidive. Interdiction de détenir un animal, on va prévenir la récidive. Et puis, le cas échéant avec la confiscation, on va dire à la personne, non, là, vous venez d'être condamné, il n'y a pas de raison que vous continuiez à avoir des animaux, donc on confisque. Alors, la personne qui va avoir une interdiction définitive d'avoir un animal si au sein de son foyer, il y a d'autres animaux mais qui appartiennent à un des membres, quid? Alors, le système est perfectible, le système est perfectible. Après, la peine complémentaire prévoit la notion de détention. Oui. Elle prévoit la notion de détention. Donc, la notion de détention s'entend au-delà du simple fait d'être propriétaire. C'est-à-dire que si effectivement c'est lui qui le promet, il apparaît qu'en réalité le propriétaire n'est que l'homme de paille et que la personne a finalement contourné une interdiction dont elle pouvait faire l'objet, en qualité de détenteur, elle peut être convaincue, en effet, d'avoir violé l'interdiction éventuellement qui lui a été donnée par le tribunal de détenir des animaux. Une dernière question sur ces sujets de détention. Quand il y a une interdiction définitive de détenir des animaux, on parle de tous les animaux. Par exemple, là on parlait par exemple de sévices entraînant la mort sur un chien. Si la personne souhaite un mouton, une vache ou un cochon d'Inde, est-ce que ça va englober l'ensemble des animaux à venir? Le code pénal nous parle d'interdiction à durée déterminée ou à vie de détenir un animal ou d'exercer une profession en lien avec un animal. Donc ça concerne tous les animaux. C'est-à-dire que si, prenons un exemple concret, vous êtes éleveur de brebis, vous êtes poursuivi pour avoir effectivement exercer des sévices graves ou actes de cruauté sur votre chien, si effectivement la condamnation prévoit une peine d'interdiction, par exemple, de détenir des animaux, cela va s'appliquer à tous les animaux que vous pouvez détenir. Le chien, comme effectivement les animaux de rente, les moutons avec lesquels vous exerciez votre profession d'éleveur. Donc, la notion d'animal, elle se conçoit à l'égard de n'importe quel animal, qu'on soit dans le domestique, le non domestique, qu'on soit effectivement éventuellement avec des animaux de la faune sauvage mais vivant en captivité ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment sur tous les animaux sans distinction. Merci beaucoup. Bonjour Marion, je te Bonjour propose de te présenter. Avec grand plaisir. Donc, je suis Marion Bouillot-Juanchic, avocat au barreau de Toulouse. J'ai prêté serment il y a 4 ans et j'interviens majoritairement en droit pénal et en droit animalier. Et tu es devenue une incontournable dans nos e-formations, mais Absolument. aussi dans les formations que l'on donne aux forces de l'ordre notamment, mais pas que. Aujourd'hui, tu sais, on parle des animaux, de la place dans la famille. Finalement, les Français sont amoureux des animaux, nous en avons beaucoup. Et quand il y a une séparation, un divorce, comment on gère et est-ce que le magistrat a un rôle à jouer?
Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'il faut distinguer deux situations. Le cas des divorces qu'on appelle à l'amiable, où le sort de l'animal aujourd'hui est de plus en plus pris en compte au sein des conventions de divorce par consentement mutuel. Donc, ça veut dire qu'on régit aussi bien le sort des biens que de l'animal, puisqu'on le rappelle aujourd'hui, l'animal est réglementé à l'article 515-14 du Code civil en tant que bien, mais doué de sensibilité. Donc ça veut dire que dans les conventions de divorce par consentement mutuel, on peut régir s'il y a une résidence alternée également pour l'animal, l'animal domestique, ou s'il appartient à un seul des ex-futurs époux. En revanche, lorsqu'il y a un litige, on a un contentieux devant le juge aux affaires familiales, en cas de divorce ou tout simplement de séparation, ou en matière de concubinage, on a effectivement ce juge aux affaires familiales qui a aujourd'hui compétence pour trancher le sort de l'animal. Donc c'est vrai qu'on parle souvent vulgairement de garde alternée, mais on peut statuer sur une résidence alternée de l'animal, à savoir si après c'est pertinent dans le cadre de la situation des individus. Donc effectivement, il y a cette possibilité aujourd'hui. Merci beaucoup. Je te propose maintenant de s'interroger sur le sort de l'animal autour de l'expulsion. Il y a quand même des locataires qui ont une certaine pression, des propriétaires qui disent « non, je ne veux pas d'animaux dans mon logement ». Est-ce que d'abord c'est possible? Et ensuite, le jour d'une expulsion, c'est déjà un moment compliqué pour le locataire. Comment se gère finalement le sort de l'animal? Je distingue cette situation en deux points. Dans un premier temps, un propriétaire aujourd'hui, sauf exception, ne peut pas interdire à un locataire dans un bail d'habitation de ne pas venir avec un animal domestique. Il peut interdire pour un animal non domestique ou il peut mettre des exceptions pour un animal de catégorie, donc un chien de catégorie qui doit respecter un certain nombre d'obligations. Après, on a des exceptions pour tout ce qui est location saisonnière notamment. En revanche, et ça c'est la seconde situation, si une personne est expulsée en raison d'une procédure d'expulsion qui a effectivement fonctionné, qu'en est-il de l'animal qui se retrouve dans le domicile ? Le sort de l'animal, voilà. Donc là, il y a plusieurs situations, effectivement, quand le concours de la force publique et des huissiers arrivent au domicile et qu'on a simplement un animal, ça dépend un petit peu aussi de la politique des communes, mais il y a plusieurs situations. Il y a la possibilité pour certaines communes de fonctionner par convention avec notamment la fourrière locale qui viendra récupérer l'animal lorsque c'est possible et effectivement la placera en fourrière et sous certains cas en adoption. En revanche, il y a aussi cette seconde possibilité d'appeler, d'essayer de trouver le propriétaire qui parfois revient au domicile. Et la dernière possibilité, si l'animal est laissé seul, on rentre dans une qualification pénale d'abandon. Et dans ce cas-là, on fonctionnerait sur cette procédure pénale autour de l'abandon d'un animal domestique. C'est ça, s'il est en détresse depuis plusieurs jours et qu'il y a finalement l'urgence vitale d'engager, alors là, en effet, on pourra passer donc à la procédure d'abandon judiciaire classique. Absolument. Et après, en effet, tout va dépendre s'il y a sur les lieux le propriétaire ou pas de l'animal, puisque ça reste son animal, sa propriété. Donc, il pourrait partir avec. Il peut tout à fait partir avec, tant qu'il n'a pas effectivement procédé à une cession ou un transfert de propriété de son animal. Merci beaucoup. Avec plaisir. Dans notre jargon, on parle de garde forcée qui correspond finalement à une situation où le propriétaire n'est pas forcément auteur de faits de maltraitance, mais il est défaillant et il ne peut pas subvenir aux besoins vitaux de l'animal. Alors il y a plusieurs gardes forcées, mais en judiciaire, nous en trouvons une, c'est quand la personne est déférée ou quand elle est, quand elle est empêchée, on va dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le sort de l'animal ? Oui, avec plaisir, effectivement. On va avoir des gardes forcés, comme tu l'as dit, qui vont être plus sur un volet administratif civil. En revanche, en matière pénale, lorsqu'une personne est retenue contre son gré, donc sur une mesure par exemple de garde à vue, où elle ne peut pas sortir lorsqu'elle le souhaite, et ensuite déférée devant un magistrat, et ensuite parfois placée en détention provisoire, ça peut durer quand même sur plusieurs jours, et si la personne nous indique qu'elle a un animal à son domicile, que faire ? Donc dans le cas où il y a pu y avoir une perquisition, si les officiers de police judiciaire se sont rendus compte du sort de l'animal, en général on arrive à trouver, j'ai envie de dire presque un subterfuge, pour que la famille ou les personnes qui soient prévenues viennent s'occuper de l'animal. On a aujourd'hui, et au stade de la garde à vue du déferrement, des acteurs qui sont en partenariat avec les instances judiciaires, notamment des associations, ça peut être des associations locales, ça peut être des SPA, des refuges qui effectivement doivent pouvoir intervenir, même si en pratique il y a quand même des difficultés, elles n'ont pas toujours les clés, on ne sait pas systématiquement comment ça peut fonctionner.
Bonjour Océane, je te laisse peut-être te présenter. Oui, bonjour Céline. Donc je suis Océane Richard, vétérinaire comportementaliste et j'ai un exercice exclusif en comportement. Donc c'est-à-dire que je reçois uniquement des animaux qui présentent des troubles du comportement ou alors des chiens qui ont pu mordre ou des chiens de catégorie. Allez, parfait. Je te propose de commencer pour les chiens de catégorie. Tout d'abord, c'est quoi un chien de catégorie? Alors, un chien de catégorie, c'est un chien qui est en gros soumis à une réglementation qui date du 6 janvier 1999. On a deux types de catégories, la première catégorie et la deuxième catégorie. La première catégorie, ce sont les chiens dits d'attaque et la deuxième catégorie, ce sont les chiens dits de défense. Donc les chiens dits d'attaque, ce sont des chiens qui sont de type, donc c'est-à-dire que ce sont des chiens qui n'ont pas une race spécifique, qui n'ont pas de pédigré. Donc on va retrouver le pitbull, qui est un chien qui ressemble à l'American Staffordshire Terrier. On a le chien type Tosa et le chien type Mastiff, qui est le Boerboel. La deuxième catégorie, donc qui sont les chiens dits de défense, là on est plutôt sur des chiens de race. Donc pour le coup, on va retrouver l'American Staffordshire Terrier, qui est l'off, le Rottweiler, qui est l'off ou non l'off, et on va retrouver le Tosa l'off également. C'est quand même des chiens qui ont une morphologie assez carrée. Tu peux nous parler un petit peu du bully, du staffy, qui ont un statut particulier? Oui, tout à fait. Alors effectivement, cette loi est basée principalement sur des critères morphologiques. Or, l'American Bully est une race qui n'est pas reconnue par la Société centrale canine. Donc du coup, on s'est un peu posé la question où est-ce qu'il est classé, parce qu'il ne peut pas être en deuxième catégorie comme il n'a pas de pédigré, mais en première catégorie, il faut savoir si oui ou non il rentre, parce qu'il pourrait être assimilé à un American Staffordshire Terrier et donc à un pitbull. Pour savoir si oui ou non il est de première catégorie, tout comme le Staffy, on fait une diagnose, d'accord ? Donc en gros, l'American Bully, pour le coup, on n'a pas le choix, puisque c'est une race qui n'est pas reconnue, donc on fait une diagnose. Une diagnose de catégorie, c'est simplement des mesures objectives, donc on prend un mètre ruban, on prend un appareil photo, on mesure différents paramètres chez le chien, la hauteur au garrot, le périmètre thoracique, le museau, etc. Et on prend des photos et on détermine si le chien rentre dans l'arrêté ou non. Pour le Staffy, s'il est l'off, la question ne se pose pas, puisqu'il ne fait pas partie des races qui sont déterminées, mais s'il n'est pas l'off, effectivement, potentiellement, il peut aussi rentrer dans la première catégorie et donc être assimilé au pitbull. Et dans ces cas-là, on fait à nouveau une diagnose, normalement entre l'âge de 8 et 12 mois. Alors, on s'intéresse finalement, est-ce que les chiens sont catégorisés ou pas, pour une bonne raison, c'est que il y a toute une déclinaison d'obligations. Tu peux peut-être nous en dire davantage? Alors effectivement, un chien de catégorie, alors déjà il y a une typologie de personnes qui ne peut pas posséder un chien de catégorie. À partir du moment où on a un casier judiciaire, où on est mineur, où on est sous tutelle, où on s'est déjà fait, vu retirer un chien, on ne peut pas posséder un chien de catégorie. Ensuite, si jamais on possède un chien de catégorie, selon que ce soit la première ou la deuxième catégorie, on va avoir des paramètres administratifs à respecter. Donc la première chose, il faut que l'animal soit identifié, qu'il soit vacciné contre la rage, et il faut que la vaccination contre la rage soit entretenue, systématiquement mise à jour chaque année. Il faut que le propriétaire possède ce qu'on appelle une attestation d'aptitude. L'attestation d'aptitude peut être délivrée par des éducateurs canins ou des vétérinaires. Et donc c'est une journée en fait finalement de formation qui évolue sur à peu près 7 heures où le propriétaire apprend tout plein de choses sur qu'est-ce qu'un chien de catégorie et quelles sont les lois qui régissent justement ces chiens de catégorie. Il faut également une assurance responsabilité civile qui est là pour protéger des potentiels dommages qui peuvent être causés par le chien. Et après, si on est sur un chien de première catégorie, il faudra également qu'il soit stérilisé. Ça sera obligatoire, alors que pour un chien de deuxième catégorie, ce n'est pas le cas. Et normalement, entre l'âge de 8 et 12 mois, le chien devra ensuite avoir une évaluation comportementale qui sera réalisée par un vétérinaire, pas n'importe lequel. Il faut absolument que le vétérinaire soit inscrit sur une liste départementale. Donc tu viens de nous expliquer qu'il y a deux sortes de catégories dans les chiens de catégorie. Et ensuite là, tu as dit un mot magique, évaluation comportementale. L'évaluation comportementale, on est d'accord, ça n'a pas grand-chose à voir avec les chiens de catégorie et ça se décline donc en 4 classes. Tu veux peut-être nous en dire davantage? Oui, tout à fait. Donc l'évaluation comportementale, elle est obligatoire pour tous les chiens de catégorie. Elle doit être réalisée normalement entre l'âge de 8 et 12 mois. Mais cette évaluation comportementale est également obligatoire pour les chiens mordeurs. C'est ça. Le but de l'évaluation comportementale, c'est de déterminer le niveau de dangerosité du chien. Donc le niveau peut évoluer effectivement entre le niveau 1 et le niveau 4.
Niveau 1, en gros, c'est un chien qui présente une dangerosité qui est inhérente à l'espèce canine, donc c'est un chien qui n'est pas plus dangereux qu'un autre. Niveau 2, c'est un danger faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 3, c'est un danger critique. Et niveau 4, c'est un danger sévère. Souvent, le niveau 4 va demander une euthanasie de l'animal ou en tout cas un replacement parce que l'environnement dans lequel évolue l'animal présente un danger plus important finalement vis-à-vis des humains. C'est ça, en fait, c'est le niveau de réactivité et de dangerosité qui est mesuré objectivement voilà, pour pouvoir proposer des préconisations. Et à partir de là, donc, le maire pourra prendre un arrêté municipal pour qu'il y ait enfin force de loi et que la personne soit contrainte à l'appliquer. Tout à fait, c'est ça. Donc on vient de parler de l'évaluation comportementale et l'évaluation comportementale donc peut être faite dans le cadre donc d'une procédure donc chien mordeur. Tu veux peut-être nous en dire davantage sur la procédure chien mordeur qui peut être aussi, je crois, pour les chats griffeurs, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. Ou mordeur, hein, d'ailleurs. Oui, c'est une procédure sanitaire. Tout à fait, c'est ça. Donc effectivement, quand un animal a mordu, un animal domestique, un carnivore domestique a mordu ou griffé, normalement, il doit être mis sous surveillance sanitaire. Donc il va y avoir 3 visites qui vont avoir lieu dans les 24 heures qui suivent la morsure ou la griffure, 7 jours après la morsure ou la griffure et 15 jours après la morsure ou la griffure. Pendant cette période, le propriétaire n'a absolument pas le droit de se dessaisir, en fait, d'abandonner son animal ou de le faire euthanasier. Le but de cette surveillance qui évolue sur 15 jours, c'est de s'assurer que l'animal ne présente pas de signes en faveur de la rage. D'accord ? Pourquoi est-ce que c'est 15 jours ? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que si l'animal n'était pas mort dans les 15 jours qui suivaient la morsure ou la griffure, c'est que l'animal ne pouvait pas avoir transmis la rage à la personne griffée ou mordue. D'accord ? Ça ne veut pas dire que l'animal n'est pas porteur. On peut quand même avoir l'animal qui est porteur, pour le coup, mais à l'instant de la morsure ou de la griffure, il n'était pas excréteur. Donc la personne mordue ou griffée ne risque rien. D'accord ? Si par contre, effectivement, l'animal décède ou se met à présenter des signes en faveur de la rage, là, on sait qu'on a un risque pour la personne mordue ou griffée. Là, tu nous as expliqué par rapport aux animaux domestiques. Oui. S'il y a un animal donc sauvage, j'ai cru comprendre, il y a une 4e visite, le 30e jour. Le 30e jour, oui, tout à fait. Très bien. Ouais. Alors, en termes si jamais la personne donc refuse de se soumettre, il y a une mise en demeure et on essaye donc de faire le maximum pour faire appliquer cette mesure qui est quand même importante pour la sécurité donc, et la santé de la personne. Surtout quand on voit ces dernières années où il y a eu des cas de rage qui sont arrivés en France et importés de l'étranger. Donc, c'est indispensable. Dans ta présentation, tu nous as expliqué que tu étais une vétérinaire comportementaliste, spécialisée dans le comportement de l'animal. Tu sais que dans certaines procédures, on a parfois du mal à estimer, à évaluer le mal-être de l'animal, parce que quand il prend des coups, quand il est victime de sévices, il ne marque pas de bleu. Il n'y a pas d'hématome, comme on peut voir ça à l'autopsie, s'il y a des côtes cassées, des bleus sous-cutanés. Mais pour autant, c'est parfois compliqué. Tu peux peut-être nous expliquer comment toi, tu pourrais estimer la détresse de l'animal dans son comportement lui-même ? D'un point de vue psychologique. Effectivement, on peut voir sur certains animaux des stéréotypies qui vont apparaître. Alors, on peut avoir un chien qui va tourner sur lui-même ou faire des cercles, tout simplement, dans un sens particulier. Alors, des fois, quand on arrive chez les propriétaires, on peut voir qu'on a un chemin qui est dessiné au sol avec l'animal qui a tellement tourné, en fait, qu'il a dessiné tout simplement une piste. On peut avoir des animaux qui tournent sur eux-mêmes pour s'attaquer la queue. On peut avoir des animaux qui vont se lécher certaines zones du corps avec insistance et on peut se retrouver avec des plaies de léchage. Alors bien sûr, il faut exclure tout ce qui est médical à côté, on est bien d'accord. Mais il y en a qui sont dans un tel détresse qu'ils peuvent effectivement s'auto-infliger des lésions, en fait, tout simplement. Et après, on peut avoir des animaux qui vont présenter soit une peur extrême, soit au contraire des comportements très agressifs du fait d'une appréhension de l'humain, finalement, suite à différents sévices, quoi. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de différencier, parce qu'on estime que quand l'animal n'a pas été suffisamment sociabilisé bébé, jusqu'à ses 2-3 mois, enfin tout ce qui est le sevrage et tout ce que la mère peut apporter, puis finalement aussi de découvrir le monde, s'il n'a rien vu de la vie, d'aller en ville voir des voitures ou à la campagne voir des chevaux, des animaux plus ou moins grands, il peut avoir peur de tout. Comment on peut est-ce qu'aujourd'hui on a en capacité de différencier les peurs due à ces carences finalement de découvrir le monde, on va dire, et après la peur due à des traumatismes, des sévices?
Alors malheureusement non par rapport aux peurs, et c'est vrai que souvent je suis confrontée à des chiens qui ont finalement rien connu les 3 premiers mois de vie, mais qui n'ont absolument pas été frappés, et les gens me le disent, ils me disent mais je pense qu'il a été tapé parce que dès qu'on lève un bras ou que on secoue un balai ou des choses comme ça, le chien réagit. Mais en fait il y a énormément de chiens où on est sûr qu'il n'y a jamais eu de sévices, et pour le coup ils vont réagir à des gestes brusques, mais tout simplement parce qu'ils sont craintifs et qu'ils n'ont pas été sociabilisés. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire la différence entre une peur liée à une absence de socialisation et une peur liée à pour le coup, de la maltraitance physique. D'où l'importance de contextualiser et de prendre en compte voilà, l'ensemble des éléments. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Donc on vient de... Bonjour Laurence, je vous laisse vous présenter et puis ensuite nous expliquer finalement pourquoi vous avez fait ce choix de nous soutenir dans la création de cette e-formation 5. Bonjour Céline, on me connaît peut-être un petit peu pour mon engagement institutionnel et mes fonctions. Je suis donc Laurence Villette-Richard, je suis conseillère pour la justice, la formation et les relations internationales au sein de la DILCRA, la délégation interministérielle en charge de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et donc cet engagement institutionnel dont je parlais il y a 30 secondes et ces fonctions qui me font donc participer maintenant depuis près de 6 ans à l'élaboration de politiques publiques de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. C'est en effet le cœur de mon métier et de mon engagement au sein de la DILCRA. Mais aujourd'hui, je veux parler d'une autre urgence qui me tient à cœur. La cause animale et plus spécifiquement la maltraitance animale. J'ai vécu moi-même avec un petit compagnon pendant plus de 10 ans. C'était une adorable petite collègue qui a vu naître mes enfants et qui était véritablement un membre de notre famille. Elle participait à la cohésion de toute cette famille et lorsqu'elle a dû nous quitter, eh bien, une grande tristesse nous a gagnés. Elle m'a beaucoup appris comment vivre avec une autre forme de vie que la vie humaine, comment en prendre soin au quotidien pour décrypter ses émotions. Elle m'a aussi appris la loyauté, à accepter ma vulnérabilité aussi parfois, à accepter un être différent qui ne parle pas, mais qui ressent beaucoup d'émotions sous différentes formes. Elle nous a ainsi apporté beaucoup de joie et de dynamisme, et avec elle, nous avons participé à des compétitions d'agility, parce qu'elle était très friande de ces compétitions, nous également, avec beaucoup de coupes que nous avons pu gagner. Et les garçons tout petits ont adoré jouer avec elle. Tout ça pour dire donc que même si mes fonctions actuelles peuvent paraître lointaines par rapport à la cause animale, eh bien, en tout cas dans mon cœur, j'ai toujours gardé cet attachement aux animaux, notamment aux chiens, mais aussi à tout un tas d'autres animaux. Je ne vais pas vous parler de mes petites souris blanches que j'avais quand j'étais petite, mais voilà, j'ai effectivement côtoyé un certain nombre de petits animaux qui nous côtoient au quotidien. Certains pourraient se demander pourquoi mélanger ces combats. Pour moi, ils naissent de la même racine. Lutter contre le racisme, c'est refuser qu'un être humain soit déshumanisé, rabaissé ou maltraité au nom d'une prétendue différence. Défendre les animaux et la cause animale, c'est étendre ce cercle de compassion et d'appréhension de la différence. C'est admettre que l'humain n'a pas le monopole de la souffrance et que cette souffrance n'a pas besoin de mots ou d'une appartenance pour être réelle. Si nous travaillons chaque jour à construire une société plus juste, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la violence systémique infligée aux êtres les plus vulnérables et sans voix, les animaux qui nous entourent. J'ai toujours pensé que la manière dont une société traite les plus faibles est le baromètre de sa propre humanité. La maltraitance animale n'est pas un sujet secondaire. Elle est souvent le reflet d'une indifférence plus globale, voire d'une maltraitance intrafamiliale qui ne dit pas son nom. Dans mes fonctions, je développe des politiques publiques et je forme pour protéger les citoyens des préjugés et de la haine,
pourquoi ne pas appliquer cette même rigueur éthique au vivant dans son ensemble? J'ai accepté de participer à ce projet mené par Céline, que je remercie, parce que je refuse de compartimenter mes convictions. On ne peut être pleinement engagé pour les droits humains sans être révolté par la cruauté humaine envers les animaux. L'un nourrit l'autre. Je termine car j'ai déjà été trop longue. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme est un combat pour le respect de la dignité humaine. La défense des animaux est un combat pour le respect de la vie qui nous entoure. Au fond, si on arrêtait de considérer l'homme au centre de notre univers, maître de la nature, mais comme l'un de ses enfants, avec cette mission de préservation du vivant, nous gagnerions en justice environnementale et pourquoi pas en justice tout court. Merci beaucoup vraiment Laurence pour ces mots. J'aimerais revenir, vous le décrivez très très bien, les émotions qu'ils ressentent. Moi ça m'interpelle toujours parce que finalement il a fallu attendre 2015 pour que le Code civil reconnaisse que c'est un être doué de sensibilité. Donc il ressent le froid, la faim, la peur. Ça m'interpelle toujours, finalement c'était hier, c'était il y a 11 ans. Il a fallu attendre tout ce temps et bien... ça aussi, de réaliser que dès ces 8 semaines, l'animal peut être vendu, peut être cédé, peut être donné. On nous rappelle bien que ça reste encore, enfin, il est sous le régime des meubles, des biens meubles. Une chose, oui. Voilà, c'est une chose. Donc, grâce à des belles initiatives comme vous, on essaye de faire avancer la cause. Donc, vraiment, merci pour le soutien. Merci à vous, Céline, merci. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants qui ont participé et enrichi cette e-formation 5. Je les remercie pour la confiance accordée. Je vous remercie à tous aussi pour votre précieux soutien dans cette noble cause et ce fort combat. Je vous invite maintenant à réaliser le quiz. Vous pourrez ainsi avoir le diplôme, les 4 patounes, et pour les magistrats, vous pourrez ainsi recevoir le code de l'animal. Merci à tous.